Dans cette vidéo, je t'explique les premières cultures de la Chine et le développement des premières dynasties qui ont posé les bases de la civilisation chinoise. Nous jetons un coup d'œil aux dynasties importantes et aux événements qui ont façonné l'histoire de la Chine, de l'Antiquité à la puissance mondiale moderne. Bien avant qu'il y ait des empereurs et des dynasties, des cultures anciennes se sont développées en Chine. Le long des grands fleuves comme le fleuve Jaune, Huanghe, et le Yangtze, des premiers villages sont apparus il y a plus de 7000 ans. Les habitants pratiquaient l'agriculture, élevaient des animaux, et fabriquaient des poteries artistiques. Ces premières cultures ont posé les fondations de la future civilisation chinoise. La dynastie Xia est traditionnellement considérée comme la première dynastie de Chine. Elle aurait régné environ de 2100 à 1600 avant Jésus-Christ. Cependant, il existe peu de preuves archéologiques claires de son existence, c'est pourquoi elle est parfois qualifiée de légendaire. Les historiens chinois parlent de grands rois comme Yu le Grand, qui aurait maîtrisé les inondations du fleuve Jaune. La période Xia marque la transition des cultures préhistoriques vers des États organisés. La dynastie Shang, vers 1600 à 1046 avant Jésus-Christ, est la première dynastie chinoise dont l'existence est bien attestée par des découvertes archéologiques. C'est de cette époque que datent les premiers documents écrits chinois, souvent gravés sur des carapaces de tortues ou des os de bœuf, les os oraculaires. Les Shang maîtrisaient la technique avancée de la fonte du bronze et menaient des guerres, depuis leur capitale Anyang. Ils avaient une croyance complexe en plusieurs dieux et pratiquaient le culte des ancêtres. La dynastie Zhou, vers 1046 à 256 avant Jésus-Christ, renversa les Shang et régna très longtemps sur la Chine, mais pas toujours avec un pouvoir central fort. Ils introduisirent le concept du mandat du ciel. Le souverain ne gouvernait que tant qu'il était juste et bénéficiait de la faveur céleste. La fin de la dynastie Zhou vit la division en petits États en guerre les uns contre les autres. Mais c'est aussi une époque où vécurent de grands penseurs. La phase tardive de la dynastie Zhou, vers 475 à 221 avant Jésus-Christ, est appelée « époque des royaumes combattants ». Plusieurs principautés se disputaient violemment la domination en Chine. Malgré les guerres, ce fut aussi un âge d'or pour la philosophie. De grands penseurs, comme Confucius, qui enseigna la morale, la famille et la bonne gouvernance, Laozi, fondateur du taoïsme, et beaucoup d'autres, développèrent des idées qui influencent encore la Chine aujourd'hui. État Qin vainquit tous les autres royaumes et unifia la Chine en 221 avant Jésus-Christ pour la première fois sous un empereur. Le premier empereur, Qin Shi Huangdi, fut un dirigeant impitoyable mais efficace. Il standardisa, l'écriture, les mesures, les poids et la monnaie, construisit des routes et commença la construction de la Grande Muraille. Son immense tombeau, avec la célèbre armée de terre cuite, témoigne de son pouvoir. Après la chute rapide de la dynastie Qin, suivit la longue et stable dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ. Cette période est souvent considérée comme l'âge d'or de la Chine. Le confucianisme devint l'idéologie des États, l'administration fut améliorée, et l'empire étendit. Grâce à la célèbre route de la soie, un commerce et un échange culturel actifs eurent lieu avec l'Asie centrale, et même l'Empire romain. Après la fin des Han, la Chine se divisa pendant plusieurs siècles, en différents États souvent ennemis. La période la plus connue est celle des trois royaumes. Wei, Shuan, Wu, vers 220 à 280 après Jésus-Christ, immortalisés dans de nombreux romans et légendes. Suivirent d'autres dynasties éphémères, et une longue phase de division politique entre le nord et le sud. Le bouddhisme se répandit largement durant cette période troublée. La dynastie Sui, 581 à 618 après Jésus-Christ, réussit à réunifier la Chine après des siècles de division. Bien que courte, elle laissa des constructions importantes. L'empereur Yang fit construire ou agrandir le Grand Canal, une immense voie navigable reliant le nord au sud et facilitant le transport des marchandises. Mais les coûts élevés des guerres et des projets entraînèrent des révoltes et la chute rapide de la dynastie.
Après les Sui, vint la dynastie Tang, 618 à 907 après Jésus-Christ, une autre période brillante de l'histoire chinoise. Sous les empereurs Tang, la Chine était ouverte sur le monde, politiquement stable et culturellement très développée. La capitale Chang'an, aujourd'hui Jian, était l'une des plus grandes villes du monde. La poésie, la peinture et le bouddhisme connurent un grand essor, et le commerce sur la route de la soie prospéra à nouveau. Après l'effondrement des Tang, vint la dynastie Song, 972-79 après Jésus-Christ. Bien que souvent menacée militairement par des peuples voisins, l'époque Song fut une période de grands progrès économiques et technologiques. Le commerce se développa, l'usage du papier-monnaie se répandit, et des inventions importantes comme l'imprimerie à caractère mobile, la boussole et la poudre à canon furent perfectionnées ou largement utilisées. Au XIIIe siècle, les Mongols, sous Genghis Khan et ses successeurs, conquirent de vastes régions d'Asie, y compris la Chine. Kublai Khan, un petit-fils de Genghis Khan, fonda en 1271 la dynastie Yuan et domina toute la Chine. Les Mongols gouvernaient comme des étrangers, mais favorisèrent aussi le commerce et les échanges entre la Chine et le reste du monde. Le marchand vénitien Marco Polo visita la Chine à cette époque. En 1368, des rebelles chinois chassèrent les Mongols et fondèrent la dynastie Ming, 1368 à 1644 après Jésus-Christ. Les empereurs Ming consolidèrent le pouvoir chinois, renforcèrent la Grande Muraille et déplacèrent la capitale à Pékin. Au début du XVe siècle, l'amiral Zheng He mena d'immenses expéditions maritimes jusqu'en Afrique. Plus tard, la Chine se referma progressivement sur elle-même. Un symbole impressionnant des dynasties Ming et Qing est la cité interdite à Pékin. Ce vaste complexe de palais fut pendant plus de 500 ans la résidence et le siège du gouvernement des empereurs chinois. L'accès était strictement interdit aux citoyens ordinaires, d'où son nom. Les somptueux palais, cours et jardins témoignent du pouvoir et de la richesse des empereurs. La dynastie Jing, 1644 à 1912 après Jésus-Christ, fut la dernière dynastie impériale de Chine. Elle fut fondée par les Mandchous, un peuple du Nord-Est qui conquit la Chine. Sous les empereurs Qing, la Chine atteignit sa plus grande extension territoriale. Au début, l'empire connut prospérité et stabilité, mais au XIXe siècle, il subit de fortes pressions des puissances occidentales et des troubles internes. Au XIXe siècle, les puissances occidentales, surtout la Grande-Bretagne, tentèrent d'imposer le commerce avec la Chine. Quand la Chine interdit le commerce britannique de l'opium, cela provoqua les guerres de l'opium, 1839 à 1842 et 1856 à 1860. La Chine fut militairement vaincue, obligée d'ouvrir ses ports au commerce, de céder des territoires, comme Hong Kong à la Grande-Bretagne, et de payer d'importantes indemnités. Ces défaites furent une grande humiliation pour la Chine. Au milieu du XIXe siècle, la révolte des Taiping, 1850 à 1864, secoua l'empire Qing. Dirigé par Hongxiu Khan, qui se prétendait frère cadet de Jésus-Christ, des millions de rebelles combattirent la monarchie. La révolte fit environ 20 millions de morts, et affaiblit énormément la dynastie Qing. Ce ne fut qu'avec peine et l'aide occidentale que la révolte fut réprimée. À la fin du XIXe siècle eut lieu la révolte des Boxers, 1899 à 1901. Ce mouvement xénophobe, nommé Boxers par les Européens, attaqua les étrangers et les chrétiens chinois. Les insurgés assiégèrent le quartier des légations à Pékin. Une alliance militaire internationale de 8 pays écrasa la révolte, occupa Pékin, et força la Chine à faire de nouvelles concessions. Les humiliations répétées et la faiblesse de la dynastie Qing provoquèrent un appel croissant au changement. Sun Yat-sen était un révolutionnaire qui voulait renverser la monarchie et fonder une république.
Après une révolte en 1911, le dernier empereur abdiqua. Le 1er janvier 1912, la République de Chine fut proclamée, avec Sun Yat-sen comme premier président provisoire. La jeune République de Chine resta cependant instable. Après la mort du général influent Yuan Shikai, le pouvoir central s'effondra. Entre environ 1916 et 1928, des chefs militaires régionaux, appelés seigneurs de guerre, contrôlèrent de vastes parties du pays. Ils se firent la guerre entre eux et exploitèrent la population. L'unité nationale fut perdue. Le Parti nationaliste chinois, Kuomintang, KMT, fondé par Sun Yat-sen, tenta de réunifier le pays. Après la mort de Sun, Chiang Kai-shek prit la tête du KMT. Par des campagnes militaires, il réussit à la fin des années 1920 à soumettre les seigneurs de guerre au moins officiellement, et à établir un gouvernement national à Nankin. Il devint l'homme le plus puissant de Chine. Parallèlement au KMT, le Parti communiste chinois PCC fut fondé dans les années 1920. Au début, KMT et PCC collaborèrent, mais bientôt l'alliance éclata et Chiang Kai-shek persécuta les communistes. Mao Zedong devint le leader principal du PCC. Il comptait sur la mobilisation des paysans pour une révolution communiste. Poursuivis par le KMT, les communistes durent fuir en 1934-35e depuis leur base dans le sud de la Chine. Lors de la Longue Marche, des dizaines de milliers de combattants et membres du parti traversèrent, dans de grandes difficultés, plus de 10 000 kilomètres vers le nord-ouest du pays. Peu survécurent, mais la Longue Marche devint un mythe fondateur du PCC, et renforça la position de Mao. En 1937, le Japon lança une invasion massive de la Chine. Cela força les ennemis KMT et PCC à former une nouvelle alliance fragile contre l'ennemi commun. La guerre dura jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, et fut dévastatrice pour la Chine. Des millions de personnes moururent. De vastes régions furent ravagées. Après la défaite du Japon en 1945, la guerre civile entre le KMT de Chiang Kai-shek et le PCC de Mao Zedong reprit ouvertement. Bien que le KMT fût d'abord militairement supérieur et soutenu par les États-Unis, les communistes prirent l'avantage grâce à une meilleure stratégie et un plus grand soutien paysan. La corruption et la mauvaise gestion affaiblirent aussi le KMT. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclama à Pékin la République populaire de Chine. Les communistes avaient gagné la guerre civile. Chiang Kai-shek et les restes de son gouvernement KMT s'enfuirent sur l'île de Taïwan. Ce fut la fin de la République de Chine sur le continent et le début du régime communiste. À la fin des années 1950, Mao Zedong lança la campagne du Grand Bond en avant. Le but était de transformer rapidement la Chine en paradis communiste, par la collectivisation de l'agriculture et une industrialisation forcée. L'expérience échoua catastrophiquement et provoqua une énorme famine causant des millions de morts. De 1966 à 1976, Mao initia la grande révolution culturelle prolétarienne. Sous prétexte d'éliminer les éléments bourgeois dans le parti, il plongea la Chine dans le chaos. Les gardes rouges, des jeunes militants, terrorisèrent la population, les intellectuels furent persécutés,
le patrimoine culturel détruit. La révolution culturelle provoqua une instabilité politique, un déclin économique et beaucoup de souffrances humaines. Après la mort de Mao en 1976, Deng Xiaoping prit progressivement le pouvoir. À partir de 1978, il lança des réformes économiques profondes. L'agriculture fut décollectivisée, les entreprises privées autorisées, et le pays s'ouvrit aux investissements étrangers, politique d'ouverture. Ces réformes entraînèrent un boom économique sans précédent, même si le PCC garda le contrôle politique. Depuis les réformes, la Chine connaît une croissance économique rapide, et est aujourd'hui la deuxième plus grande économie du monde. Le pays joue un rôle de plus en plus important en politique, en économie et en technologie à échelle mondiale. En même temps, il fait face à des défis comme la pollution, les inégalités sociales, et la question des libertés politiques sous le régime du Parti communiste.